Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Hello les amis, voilà, nouvelle semaine avec une invitée aujourd'hui. J'accueille Léa Valbrun. Léa, première question, ça va ou pas ? Très bien. Stressée ? Un petit peu, mais c'est une bonne expérience. Je suis contente de tester le format podcast. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi ? Alors moi, je suis coach réseaux sociaux et community manager freelance. Ok. Alors... comme on a une audience assez jeune, j'imagine que community manager, ça parle à tout le monde, mais si toutefois tu avais des parents qui écoutent, comment tu définis le coach réseaux sociaux et le community manager ? Moi, on va dire que je suis là pour accompagner les entreprises sur les réseaux sociaux de manière globale. Si on prend vraiment le côté coach réseaux sociaux, je vais vraiment préparer tout ce qui est stratégie pour se lancer sur les réseaux, accompagner les entreprises sur tout ce qui va être création de contenu, que ce soit rédactionnel ou visuel. Et le côté community manager, ça va être la même chose, mais au lieu d'aider les entreprises à le faire eux-mêmes, je vais le faire à leur place. Le community manager, il va vraiment être là pour créer tous les plannings éditoriaux, tout ce qui va sortir en fait sur les réseaux sociaux avec une stratégie bien réfléchie de base. Ok. S'il y a des parents qui nous écoutent, le community manager, et tu m'arrêtes Léa si je raconte des bêtises, le community manager en fait c'est un gestionnaire de communauté. En gros, c'est quelqu'un qui va poster et répondre aux personnes. Toi, tu travailles tout type de réseaux sociaux ou tu n'as que certains réseaux en particulier ? Alors à l'heure actuelle, on va dire que je suis plus à l'aise sur tout ce qui va être Instagram, Facebook, LinkedIn. Et à côté, je développe de plus en plus Pinterest. Et ouais. J'aimerais par la suite me centraliser, me focus un petit peu sur des nouveaux réseaux qui se développent comme Twitch, YouTube et TikTok. Parce que YouTube, c'est nouveau. Non, mais ça prend un tournant assez intéressant. Ok. C'est curieux que tu n'aies pas parlé de TikTok. Pas de la génération TikTok pour le coup, alors je suis pas vieille. C'est vrai, non mais si, mesdames, messieurs, on a une daronne, j'avais oublié de vous dire. Non mais c'est vrai, ça peut paraître bête, mais TikTok c'est pas encore ma génération. Moi je suis vraiment de la génération Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok c'est encore un peu nébuleux pour moi. Alors je suis de loin, je vois un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme, les tendances, ce genre de choses, même comment fonctionne l'outil en lui-même. Mais c'est vrai que je me sens pas encore assez à l'aise pour venir aider des entreprises sur TikTok. D'accord. Et avant d'en venir à ça, c'est quoi ton parcours en fait ? Comment on devient un jour, alors on va dire simplement community manager, mais d'une part comment on devient ça, et ensuite aujourd'hui toi tu es à ton compte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu décides de te lancer ? Bon, beaucoup de questions en une, mais ouais. Déjà ton parcours qui mène à community manager. Alors j'ai pas un parcours on va dire traditionnel, je savais pas que je voulais être community manager en sortant du lycée déjà. J'ai commencé moi de mon côté par une fac de langue étrangère appliquée parce que j'avais un projet de base qui était rattaché à ça, je voulais travailler dans une ambassade.
Et en fait, j'ai eu mes premiers cours de marketing à l'époque et le format plutôt de la fac me convenait pas. Tout simplement, je suis pas quelqu'un qui aime rester assise à rien faire et écouter quelqu'un pendant 8 heures. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au marketing et aux filières qui me permettaient de le faire en alternance, de manière à pouvoir mettre ça en application directement en fait, ne pas avoir à écouter quelqu'un me raconter quelque chose. J'avais besoin d'être dans le vif du sujet. Donc je suis rentrée à ICFac alternance dans une école du coup dédiée à tout ce qui est communication, marketing, commerce. Et j'ai fait une première année de management commercial et marketing. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher un peu plus sur les réseaux sociaux et à me dire que ça pouvait être intéressant. Et du coup, je suis partie sur un master en stratégie digitale, où là, on était vraiment tout ce qui touche le digital. On avait vraiment aussi bien du e-commerce que du e-marketing, que de la communication, des réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai choisi du coup de prendre l'expertise réseaux sociaux et de me focus un petit peu plus là-dessus. Mais c'était pas du tout un projet de vie de base. C'est parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé pendant mes années d'études. C'est là où justement TikTok est arrivé, où l'influence a pris un tout autre tournant. Donc je me suis dit que ça pouvait être un marché intéressant. Ok. Et qu'est-ce que c'est pas nécessairement utile de dire la boîte, mais qu'est-ce que tu faisais en alternance ? T'étais community manager déjà ou pas du tout? T'as fait plusieurs alternances ou une seule? Ouais, je me souviens plus, je t'avoue. J'ai fait une première alternance en 3e année qui ne collait absolument pas à mes études pour le coup. J'étais chargée de clientèle dans une société dans une banque. Et du coup, je m'occupais vraiment de tout ce qui était SAV, en fait, répondre au téléphone, aux mails, donc ça n'avait rien à voir. Mais par contre, en master, là, j'ai eu une alternance qui collait un peu plus au community manager. J'étais assistante web marketing dans une start-up. Et du coup, j'ai vraiment géré un petit peu tout ce qui était communication marketing. Donc, aussi bien le lancement des réseaux sociaux, la gestion, que les plans marketing, que les newsletters, que les articles de blog. Mais la plus grosse partie de mon alternance, c'était quand même sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Et du coup, tu termines l'alternance. Tu bosses derrière, tu décides de lancer ta boîte directe. Comment tu fais ce cheminement parce que tu vois alors j'ai déjà entendu parler de gens qui avaient le métier de community manager, coach aux réseaux sociaux. Je t'avoue jamais. C'est pas une critique quand je dis ça, c'est juste je me dis tiens, je savais pas qu'il y avait une distinction, tu vois. Mais c'est quoi ton cheminement une fois que tu termines ton alternance, t'es diplômé, Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon master, il y a eu la période que tout le monde connaît, la période du Covid. Et j'ai profité de cette période, en fait, pour déjà penser à l'après-master en me disant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver un boulot, comment je vais me démarquer des autres. Et à cette époque-là, déjà, j'avais ouvert en fait un compte Instagram de mon côté autour de tout ce qui était santé naturelle, aromathérapie, bien-être, parce que c'est un secteur qui me plaît. Et je m'étais dit que ça allait m'aider justement à trouver un boulot derrière. Et à ce moment-là, j'avais envie de me lancer à mon compte. Je m'étais dit, ça commence à bien prendre, mon compte Insta plaît. Et à la base, j'étais vraiment sur un compte Insta de conseils beauté, on va dire. Et j'avais des marques qui venaient déjà me demander, écoute, tu gères bien tes réseaux, comment tu fais, est-ce que tu peux nous aider? Et je me suis mise à aider gratuitement certaines petites marques en disant, écoute, viens, on fait une visio, je te donne quelques conseils, parce que c'est aussi mes études et mon travail à côté, donc je veux bien te donner des conseils. Et je m'étais dit, je vais me lancer à mon compte. Et j'ai eu la petite peur y a le Covid, on ne sait pas où on va être demain, j'ai besoin d'un revenu stable, j'ai peut-être pas assez d'expérience. J'ai eu un peu les pétoches, on va dire, et je me suis dit que un CDI, ce serait peut-être mieux. Donc je suis partie j'ai trouvé directement après mon alternance un CDI dans une agence de communication, une grosse agence, en tant que community manager. Le pôle réseaux sociaux venait seulement d'être créé, donc j'avais juste mon binôme, la personne qui commençait à créer le pôle, et je suis arrivée vraiment pour booster tout ça dans cette agence, récupérer des nouveaux clients, gérer du coup les profils et les réseaux sociaux des clients qui intégraient l'agence. Mais ça s'est pas très bien passé d'un point de vue relationnel avec ma patronne, on va dire.
Et c'est là où je me suis dit, il faut que je parte à mon compte, en fait. Je sais très bien gérer toute seule, je suis quelqu'un de très organisé, j'avais déjà envie de le faire à l'époque, et je me suis dit, en fait, c'est maintenant. Toutes les planètes sont alignées, c'est le moment, il faut que j'y aille. Ok. Et alors aujourd'hui, quelle typologie de clients tu as? Je m'explique, est-ce que c'est des gens, je sais pas, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas le temps de gérer leur truc et qui se disent tiens, Léa va m'apporter un soutien? Est-ce qu'il n'y a pas de typologie particulière? Alors si, déjà en fait, mon offre, je l'ai pensée par rapport à mes clients. Moi, j'essaie de me centraliser sur tout ce qui va être secteur du bien-être, du développement personnel, de l'ésotérisme, de l'art et de la culture. Donc ça reste quand même un secteur assez large que je regroupe en général sous l'entête du bien-être au sens très très large du bien-être. Et dans ce secteur-là, je peux me retrouver avec tout type de clients en fait. Je peux aussi bien avoir une naturopathe qui est du coup à son compte et qui n'a pas le temps de gérer ses réseaux sociaux, mais qui doit quand même le faire pour se faire connaître, mais qui va avoir du coup un petit budget. Et à ce moment-là, je vais plus lui proposer par exemple de la stratégie et de l'accompagnement, où je vais juste l'aider à co-créer ses plannings éditoriaux, ses contenus. Ou alors, je vais être sur des petites entreprises de cosmétiques bio, naturels, ou des petites librairies, par exemple, ce genre de petites boîtes qui, eux, vont avoir un peu plus de budget, mais pas forcément plus de temps pour gérer. À ce moment-là, je prends vraiment le côté plus community management. En fait, je vais avoir plusieurs typologies de clients. Et c'est pour ça que j'ai une offre qui est totalement modulable en fonction de la personne que j'ai en face. Si elle a plus un besoin de temps, plus un petit budget, et j'essaie d'adapter en fait en fonction de ça. Ok. Là, tu vois, avant de te rejoindre, alors pour ceux qui nous écoutent, en gros, on s'est dit bonjour pendant 2 minutes et bim, on enregistre directement derrière. Mais avant de te rejoindre, figure-toi, j'ai eu un échange avec une personne et je trouvais ça drôle pour te challenger là-dessus, qui me dit, alors une personne âgée, sous-entendu plus âgée que moi, qui me dit, demain tout le monde va être community manager, sous-entendu, à ceux qui diraient, mais est-ce que c'est un vrai métier? Qu'est-ce que tu peux répondre? C'est chiant comme question, non, mais je me dis en fait, tu vois, après je vais encore développer davantage, mais moi je me dis voilà, les parents qui nous écoutent ou les clients qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement ouverts à 100%, tu vois, honnêtes, en quoi c'est important? C'est une question super intéressante et pour le coup hyper large, on peut avoir plein de choses à dire. C'est vrai que déjà pour rebondir sur le côté où tout le monde va potentiellement devenir community manager, où il y en a de plus en plus qui veulent le devenir en tout cas, c'est vrai que c'est un secteur à l'heure actuelle qui commence à être un petit peu bouché. Tout le monde se prétend community manager parce qu'ils ont tous un compte Instagram ou un compte Facebook. Sauf qu'il faut quand même déjà faire la distinction entre ces réseaux sociaux perso qu'on gère en partageant ses photos de famille ou de vie perso et le côté vraiment professionnel où on va déjà pas forcément utiliser les mêmes interfaces. Je pense par exemple à Instagram, Facebook, on va utiliser la Meta Business Suite qui est vraiment une interface professionnelle. Et on va pas avoir le même regard non plus. On n'est pas là pour juste publier une photo, pour dire de publier une photo. Derrière, il y a toute une stratégie. Le but d'un post, ça peut être d'éduquer ou de transmettre de l'information. Ça peut être un post pour faire rire. Ça peut être un post pour transmettre une émotion. Enfin, il y a plein de buts dans ce qu'on fait. Et beaucoup de personnes ne le voient pas comme ça. Ils se disent juste, tout le monde peut être community manager. Alors oui, c'est accessible à partir du moment où on apprend un petit peu les bases, on va dire. Mais tout le monde n'est pas là tout de suite à l'heure actuelle community manager. Et ça, c'est un gros débat dans mon métier. J'en parle très souvent avec d'autres personnes qui font le même métier que moi. Et après, en quoi c'est important? C'est important tout simplement parce qu'on est à une époque où la communication est indispensable. Et quand je parle de communication, je ne parle pas simplement de réseaux sociaux, je parle de communication au sens large. Il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus de personnes sur le marché et on a besoin de se faire reconnaître, de sortir un petit peu du lot, de trouver sa clientèle, de vendre ses produits ou ses services. Et pour ça, on va utiliser la communication. Et ce que le Covid nous a montré, c'est que les moyens de communication un peu plus traditionnels se sont un peu essoufflés. T'entends, je me permets de te couper, c'est quoi un moyen de communication traditionnel par exemple ?
Déjà, pour moi, tout ce qui va être physique, tout ce qui va être aussi panneaux publicitaires dans la rue, par exemple, ouais, c'est clair, même la télé, la radio, on va dire déjà gros moyens de communication, tout ça, ça s'essouffle un peu plus déjà parce qu'en termes de budget, les gens ont peut-être plus le même budget qu'avant, enfin les entreprises ont peut-être plus les mêmes budgets qu'avant pour passer à la télé, pour faire une publicité, ils ciblent pas non plus les mêmes personnes, et les réseaux sociaux commencent à se développer, notamment aussi avec le marketing d'influence, ils commencent à prendre une place qui est pour moi indispensable dans une communication. Les gens, maintenant, quand ils cherchent une info sur une entreprise, un service, quoi que ce soit, ils passent par Google, bien sûr, ils regardent, mais 9 fois sur 10, ils vont aussi voir les réseaux sociaux. Ils ont besoin d'avoir un aperçu, qu'est-ce que ces gens font, quelles sont leurs mentalités, qu'est-ce qu'ils proposent, et les réseaux sociaux, pour moi, c'est indispensable. Et c'est là où vient le community manager dans tout ça, c'est que, comme on le disait juste avant, toutes les entreprises n'ont pas forcément le temps ou les compétences de gérer des réseaux sociaux. Donc ils vont arriver à soit embaucher quelqu'un en interne, soit externaliser pour avoir quelqu'un qui vient en renfort, gérer leurs réseaux sociaux de manière plus intelligente, avec une vraie stratégie et des objectifs concrets. Ouais. Alors tu vois, moi là-dessus, je suis partagé. À la fois, je me dis que community manager, c'est un vrai métier. Enfin, Meta Business Suite, pour ceux qui ne voient pas, donc juste pour les parents qui seraient un petit peu à la traîne ou les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est le fait de pouvoir fusionner son compte Facebook et Instagram business, et d'avoir un seul et même outil pour gérer tant les publications que les interactions qu'on peut avoir avec les différentes communautés. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. En fait, et ce que j'expliquais aussi dans certains épisodes du podcast, c'est que je me sers donc de ce podcast aussi pour mettre les mains dans le cambouis, pour faire en sorte que les jeunes essaient de pousser l'audience du podcast. Et moi, tu vois, il y a des trucs qui me font toujours marrer, c'est des trucs du style « Ouais, monsieur, on a engagé de fou, on a eu plein de likes, plein de commentaires, gna gna gna. » Et je me dis « So what ?» Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'audience, tu vois. Et je me dis « Super, on part de zéro, donc fatalement, on a progressé, c'est canon. » Mais moi, en fait, je me dis, c'est encore mieux si j'arrive à transformer cette communauté en auditeur. Ce qui est pas... Enfin, tu vois, entre ce que tu communiques sur les réseaux et ce que tu es, parfois, tu peux avoir une distorsion. Et donc, du coup, je me dis, tu vois, je suis libraire, je suis naturopathe, je suis podcasteur. Comment tu arrives à convaincre en disant, ouais, mais on va recruter une communauté, et en quoi la communauté est importante, par exemple ? C'est super intéressant comme question. Comment dire ça ? À l'heure actuelle, les gens voient encore le côté community manager comme quelqu'un qui scrolle sur les réseaux sociaux et qui répond à des commentaires et qui poste des photos. Comme je le disais, c'est un peu plus complexe que ça. On va vraiment poser une stratégie et réfléchir à des objectifs. Et je pense que quand on n'est pas satisfait de sa communication sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a peut-être pas bien mis en application sa stratégie ou qu'on n'a peut-être pas bien posé des objectifs clairs. Pour moi, là où on est content, c'est quand on arrive à faire ce qu'on veut avec les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui pensent que les réseaux sociaux, ça marche que quand on a beaucoup d'abonnés ou que justement on a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Alors oui, ça peut être ça si l'objectif à côté, ça va être juste de faire de la visibilité. Je suis d'accord. À partir du moment où on se met sur les réseaux sociaux avec un autre objectif, par exemple, là, de générer plus d'audience, à ce moment-là, on va penser une stratégie qui va se tourner autour de, par exemple, le trafic, notamment pour rediriger vers pour rediriger vers le podcast. Et à ce moment-là, on va penser les publications différemment. Donc peut-être que si ça fonctionne pas, c'est peut-être que les leviers qui ont été activés ne sont pas en lien direct avec les objectifs qu'on voudrait avoir et la stratégie qu'on essaie de poser. Putain, c'est pas mal comme réponse. Je m'étais dit, je vais réussir à la coincer et tout. Le but étant pas de te coincer, mais je me suis dit, elle va être mal à l'aise avec mes questions, mais ok. Et quel regard porte ton entourage sur ce que tu fais ? J'entends par là tes parents, tes frères et sœurs, si tu as des frères et sœurs, mais globalement, je sais pas, il y a des entrepreneurs dans ta famille ou pas ? Alors, dans ma famille, oui, j'ai des cousines dont je suis assez proche qui sont aussi entrepreneurs, alors dans des milieux totalement différents. J'en ai une qui est plus tournée escape game, etc. J'en ai une autre qui est dans le massage équin, donc on est vraiment dans des domaines totalement différents. Mais ouais, j'ai quelques personnes de mon entourage qui sont dans ce milieu-là, mais pas mes parents directs ou pas mes frères et sœurs.
C'est vrai que le fait d'être à son compte, ça fait toujours un peu peur, notamment vis-à-vis des parents qui se disent mon Dieu, dans quoi elle s'embarque, est-ce qu'elle va s'en sortir? Tes parents voient ce que c'est un community manager ou vaguement? Ouais, ils voient ce que c'est parce que j'en discute très souvent avec eux. Je suis très proche de mes parents, donc je leur explique très facilement mon métier et comment ça fonctionne, et aussi justement les tabous ou alors les préjugés qu'on peut avoir sur mon métier. On en discute énormément. Mon père est ingénieur en informatique, donc il connaît un petit peu quand même le monde du digital, on va dire, et ma mère travaille dans une agence de communication. Ouais. Donc on va dire que j'ai quand même des parents qui connaissent un minimum cet univers-là et qui s'arrêtent pas aux préjugés. Et comme je disais, je suis assez proche d'eux, donc je leur montre très souvent tout ce que je fais, et ils voient très bien tous les petits projets que j'ai pu faire en parallèle de mes études, comme mon compte Insta autour de la santé naturelle. J'ai accompagné aussi des proches de mon entourage qui étaient auto-entrepreneurs sur les réseaux sociaux quand j'étais encore en études, parce que ça me faisait plaisir de le faire. Donc là-dessus, ils ont un regard quand même assez terre à terre. Ils voient comment ça fonctionne. Ils n'ont pas forcément de préjugés. Et je pense que ça passe par le fait justement que j'ai énormément parlé avec eux de tout ça. Et je pense que tous les préjugés qu'il y a à l'heure actuelle autour du community management, c'est simplement un manque d'information. Moi, je le vois quand j'étais en entreprise, je prenais... c'est très souvent moi qui m'occupais des stagiaires, qui venaient là en première année, deuxième année, qui ne savaient pas du tout ce qu'était ce métier-là. Et je leur montrais vraiment que être community manager, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie, c'est de la recherche de contenu, c'est de la rédaction, c'est de la modération, du suivi, des échanges clients, du reporting. Enfin, c'est tout un écosystème. Et les stagiaires qui étaient du coup un peu plus jeunes et qui baignent aussi dans les réseaux sociaux comme moi, étaient là complètement choqués. Ils se disaient « Ah ouais, c'est ça quand même, être community manager ?» Donc même les plus jeunes qui baignent dans les réseaux sociaux ont des préjugés et pensent que être community manager, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est scroller sur les réseaux et poster une photo de temps en temps. Donc je pense qu'il y a juste un manque d'éducation un petit peu autour de ça, et de libérer un peu la parole sur qu'est-ce qu'est en fait tout simplement un community manager, qu'est-ce qu'on fait, et à partir du moment où les gens s'y intéressent un peu, ça devrait passer, quoi. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a une partie du métier qui porte sur de la production de contenu. Alors, ce qu'on appelle production de contenu, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo. Enfin, il y a plein de façons de générer des contenus sur Internet. Et effectivement, rien que ça, alors, mettez-vous à la place, par exemple, de gens qui cherchent une info sur Google, n'importe laquelle. Parfois, vous cherchez quelque chose et ça demande un temps fou. La production de contenu, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous voulez rédiger un texte, parfois, vous avez du bol, l'inspi est là, et puis parfois, elle n'est pas là, donc du coup, voilà, bingo. Vous voulez faire une photo, comment l'éclairage n'est pas le bon. Vous enregistrez un podcast, typiquement, et puis il y a un type qui va venir klaxonner dans 2 minutes, là. Donc, effectivement... moi, je considère qu'il y a... En fait, c'est un métier qui demande énormément de travail. Ce travail, aujourd'hui, je trouve qu'il est peu ou pas valorisé. Et que, malheureusement, aussi, il y a des amateurs dans le domaine qui font un peu à l'image des influenceurs, où je considère vraiment... souvent, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Je me dis, l'influenceur, en fait, pour moi, c'est un vrai taf. Si tu l'abordes comme un taf, si c'est pour faire le branquignol, à balancer du code promo sur des trucs pourris, effectivement, ça mène pas loin. Mais ok. Et alors, dis-moi, comment tu fais pour trouver des clients? T'as une vraie démarche commerciale aujourd'hui, ou t'en es pas encore là, et puis, une fois que admettons, tu lances une campagne de prospection, t'es relativement jeune, même si tout à l'heure tu me disais que t'étais vieille. C'est pas ce que j'ai dit. Ça a quasi démarré comme ça. Non, mais comment tu fais pour convaincre des prospects, on va dire, tes clients, j'imagine qu'ils te connaissent maintenant, donc, mais comment tu fais? Du coup, pour tout ce qui est prospection, pour le moment, c'est pas encore, j'en ai pas encore particulièrement besoin, tout simplement parce que je me suis lancée il y a vraiment 3-4 mois, que dans l'idée, à la base, je voulais juste bien poser les bases de mon entreprise, de ma stratégie de communication, etc. Et en fait, mes premiers clients, je les ai eus par le réseau. Ma toute première cliente, c'était une amie d'une amie qui a entendu parler de moi, qui m'a contactée. Mon deuxième client, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà échangé sur LinkedIn au sujet d'un potentiel CDI il y a de ça 6-8 mois, et qui en fait n'a pas pris de CDI et a vu que j'étais en freelance et s'est dit ça peut être l'occasion. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de prospecter, même si j'ai déjà préparé de mon côté une petite stratégie de prospection.
Mais pour le moment, j'ai eu la chance que les clients viennent à moi directement par le bouche à oreille et par les échanges. De l'inbound. Exactement. Exactement. Et du coup, ça en vient à comment convaincre quand on est jeune, comment j'arrive à faire valoir, on va dire, mon expertise, mes compétences. Pour le moment, j'ai pas eu besoin, on va dire, de me justifier. Comme je disais, c'est les personnes qui sont venues à moi et pas l'inverse. Mais c'est une question qui me trottait déjà dans la tête à l'époque où j'étais encore en études et où je pensais justement à l'après-master. Et c'est pour ça que j'ai créé mon compte Instagram autour de la santé naturelle, parce que je me suis dit, en fait, ça va me servir de portfolio, tout simplement pour mettre sur mon CV, pour rajouter cette expérience en plus et dire, bah voilà, moi j'ai fait certes telle étude, j'ai fait certes tel boulot, mais à côté j'ai aussi fait ça, qui a bien marché, qui a fonctionné, j'ai travaillé avec tel type de marque et tel type d'entreprise et de partenaires. Et en fait, c'était simplement ma manière à moi de rajouter des lignes à mon CV en disant, bah voilà, j'ai fait d'autres projets, je suis quelqu'un d'investi, je suis quelqu'un de dévoué. Et ben, vous pouvez regarder par vous-même ce qu'il en est. Parce qu'au final, des études et des boulots, ouais, on a une ligne sur le CV, et on peut dire un petit peu ce qu'on en veut, mais une fois qu'on présente ça à quelqu'un qui veut nous embaucher ou à des potentiels clients, au final, ben, ils savent pas vraiment ce qu'on a fait ou le résultat final. Et je me disais, bah, d'avoir ce compte Insta, bah, il est là, les abonnés ils sont là, le taux d'engagement il est là, ma communauté est là, les types de visuels que j'ai pu faire, ce que j'ai pu mettre en place, les types de campagnes que j'ai fait, elles sont là et elles me servent en fait de portfolio. Donc c'est un peu ma manière de présenter, on va dire, ce que je fais, mes compétences et mon expertise pour faire valoir le côté où je suis un peu plus jeune et que ça pourrait faire un peu. Ouais, c'est en fait ce que les Américains appellent un POC, Proof of Concept, la preuve du concept. En gros, ta plaquette, elle est digitale. Et tu sais quoi, t'as quand même fait une erreur. Ah ouais? Pourquoi? Bah, on n'a pas parlé du nom de ta boîte. C'est vrai. Et quand même, la base. Non, mais c'est l'occasion. En fait, t'as une fenêtre ouverte. Donc, comment s'appelle ta boîte? Ma boîte s'appelle Selenea. En plus, c'est rigolo qu'on parle de ça, hein, parce que le nom de ma boîte, ça a été une galère. Ça a été le truc le plus compliqué dans ma création d'entreprise. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, je me mettais une pression monumentale sur le nom de ma boîte en me disant il faut que ce soit quelque chose, qui soit simple à retenir, il faut que ce soit quelque chose qui claque, il faut que ce soit quelque chose qui me ressemble, il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à mes clients. Enfin, je me suis fait tout un monde et j'arrivais pas à me fixer sur quelque chose et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et en fait, j'ai trouvé Sélénéa tout simplement parce que Sélénée, c'est la déesse grecque de la pleine lune. Et à la fin, pour mon prénom, Léa, je voulais quand même mettre un petit peu de moi dans ce nom. Et je voulais quelque chose qui me représente et qui représente un petit peu ce que je voulais insuffler dans mes relations avec mes potentiels clients et dans les projets dans lesquels je voulais m'investir. Comme je le disais, je m'intéresse principalement au secteur du bien-être, au sens très très large. Et pour moi, le bien-être, ça passe aussi par tout ce qui va être énergie, méditation, yoga, ce genre de choses. Et du coup, le côté pleine lune était très représentatif pour moi, sans pour autant me fermer de porte. C'est-à-dire que demain, j'ai un client qui sort un petit peu de ma zone de confort, qui vient me contacter, il va pas se dire « Oh mon Dieu, elle est bloquée dans son secteur du bien-être, tout ça, elle connaît rien d'autre et tout. » Il voit mon nom, il sait pas forcément ce que c'est, et du coup, ça me ferme pas de porte. Donc j'ai réussi à trouver ce compromis, mais c'est bien ce qui m'a pris 2 mois, je pense. Ouais, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître ridicule, mais le nom... tout découle du nom, en fait. Moi, je me disais, faut que ma communication... Bon, après, c'est peut-être parce que je suis passée dans des études de com, hein, mais ma com, pour moi, elle devait être en lien avec mon nom. En fait, le nom, c'est un peu la base de l'univers de la boîte. C'est ça qui va découler aussi la charte graphique. Si on a un nom qui est très représentatif, je dis une bêtise, si notre nom, c'est papillon, forcément, notre charte graphique, il faut qu'il y ait des papillons avec. Enfin, faut qu'il y ait une cohérence un petit peu dans l'univers. Ouais. Et du coup, je voulais vraiment trouver le nom qui me permettait aussi de m'amuser dans mon univers graphique et dans ma com. Et est-ce que tu as un projet professionnel particulier? Pour les années à venir? Ouais, une ambition à l'heure actuelle, comme c'est tout récent, bien sûr, mon ambition, c'est de développer ma boîte et que ça tourne bien et que je puisse en vivre au quotidien. Principalement, je veux, et c'est vraiment, je pense, mon objectif premier, être sur des projets
et avec des personnes qui me correspondent. C'est vraiment, je pense, mon objectif numéro 1, c'est pouvoir m'éclater dans ce que je fais et être avec des personnes et des projets qui ont les mêmes valeurs que moi et avec lesquels je me sentirais à l'aise et pleinement moi-même, tout simplement parce que je suis dans un métier aussi de création, donc c'est plus simple de créer quand on est dans un univers qui nous plaît. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, on va dire, à court terme. Et à moyen terme, je pense que mon objectif serait de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. J'adore voyager. J'ai la chance, en étant auto-entrepreneur dans le domaine du digital, de pouvoir travailler de n'importe où, à n'importe quelle heure. Avec juste un PC, une Wi-Fi, je peux faire, on va dire, ce que je veux. Donc à moyen terme, j'aimerais pouvoir emmener ma boîte aux quatre coins du monde. Ok, digital nomade quoi. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui... alors peut-être que tu manques de recul, mais qu'est-ce qui pourrait être pénible dans ton métier ? Ce qui est pénible dans mon métier, on en a déjà un petit peu parlé. Déjà, il va y avoir tout ce qui est préjugé sur le community manager, faire valoir l'importance de la communication et d'un community manager dans une entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, on va dire. Vraiment, ce côté manque de compréhension et aussi, comme on le disait aussi, manque de reconnaissance, en fait. Se rendre compte que être community manager, ça prend du temps. C'est un boulot à part entière. Moi, je me bats encore avec certains clients qui me disent oh c'est bon, t'écris 3 lignes, tu mets une photo, tu vas pas me faire payer autant, quoi. Alors que derrière, y a toute une recherche, comme on le disait, juste rechercher une thématique. Si en plus de ça, c'est une thématique dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, les recherches, elles peuvent prendre des heures d'analyse, de compréhension et d'en tirer ce qui est important et intéressant pour pouvoir communiquer dessus. Quand j'étais en master, par exemple, mon alternance, je l'ai fait dans une start-up qui était dans le secteur vétérinaire, donc qui est quand même un secteur assez particulier et très réglementé. Et j'ai tellement investi de temps dans les recherches de contenu, que ce soit pour le blog, pour les réseaux sociaux, pour les newsletters, qu'à la fin de mon alternance, la vétérinaire qui avait monté la boîte m'a clairement dit qu'elle était prête à m'embaucher en tant qu'assistante vétérinaire. Tellement j'avais passé de temps à rechercher de contenu, à lire des thèses, à reformuler, à comprendre en fait ce que je racontais, quoi. Et surtout que ce que les gens peuvent avoir du mal à comprendre, typiquement, par exemple, tu vois, tu as un naturopathe ou... Alors moi, c'est des métiers que je connais pas bien, ou quelqu'un qui vend des savons pour bio, enfin voilà. À un moment donné, c'est quand même juste deux univers qui sont pas nécessairement les mêmes, avec ne serait-ce qu'un vocabulaire qui est différent, et je dirais des codes ou des attentes qui varient. Et donc effectivement, à chaque fois, t'ouvres, on va dire, un petit tiroir qui lui-même est rempli de plein de petites boîtes à l'intérieur, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est ça aussi qui fait... La beauté de mon métier et ce que j'aime dans mon métier, c'est que du coup, chaque client va être différent et chaque univers va être différent. Donc forcément, je vais apprendre plein de choses. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis quelqu'un de très curieuse. Google, c'est mon meilleur ami. Je passe ma vie à rechercher des informations. Dès qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, aller en savoir plus sur ces petits trucs qui me titille ou que j'entends ou que je vois. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est ce côté où chaque client, du coup, va m'amener dans un univers particulier dans lequel je vais aussi m'enrichir personnellement, je vais apprendre des choses et derrière, ce que j'aime, c'est pouvoir retransmettre en fait ces choses-là à travers la communication. Ouais. Après, tu vois, la question sur la pénibilité, c'était pas tant... le sens de ma question, c'était pas tellement le côté... méconnaissance du métier de community manager qui fait que le regard des gens parfois peut être complètement biaisé. C'était plus de se dire, quand tu gères une communauté, et ça les gens n'en ont peut-être pas conscience, c'est que des fois tu as des gens qui t'adorent, ils vont te mettre un message hyper cool, mais tu as aussi des haters, des grincheux, des gens qui râlent, et quand tu gères une communauté potentiellement tu t'en as toujours, quoi. Ah oui, mais ça c'est indéniable, c'est pas possible d'être en fait de s'exposer publiquement, parce qu'au final être sur les réseaux, même si on n'est pas une star internationale, on s'expose publiquement, on expose son entreprise et forcément on peut pas plaire à tout le monde et on a forcément des personnes qui vont venir mettre des commentaires haineux ou alors raconter
raconter des bêtises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et il faut se blinder un petit peu par rapport à ça. Parce que des personnes comme des naturopathes, justement, qui vont être tout seuls, on va dire, à gérer leur réseau, qui sont tout seuls dans leur boîte, des auto-entrepreneurs, j'en ai rencontré pas mal qui, pour le coup, me demandaient comment faire, en fait. Ils se sentaient totalement désemparés, ils se sentaient piqués dans leur ego en tant que personne. Ils se disaient, mon Dieu, on dit que ce que je fais, c'est nul. Du coup, peut-être que je suis vraiment nulle. Et il faut vraiment se blinder par rapport à ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place et qui peut miner vraiment le moral, mais il faut essayer de prendre du recul et de se dire que c'est des personnes qui ont simplement que ça à faire. Oui, c'est clair. C'est des passe-temps pour eux. Alors après, bien sûr, des fois, il y a des commentaires négatifs qui vont être constructifs parce qu'il y a peut-être réellement un problème. Des fois, je pense par exemple à une entreprise qui a des problèmes de livraison parce que leur transporteur, c'est une catastrophe. C'est pas forcément négatif parce que le commentaire est négatif. Au contraire, des fois, ça peut être constructif. Mais on a cette part de commentaires négatifs qui sont simplement des commentaires haineux, gratuits, qui sont là pour démolir parce que la personne a passé une mauvaise journée. Elle se dit qu'aller détruire le moral de quelqu'un d'autre sera plus simple, quoi. Ça, malheureusement, il y en aura toujours. Faut vraiment se blinder avec ça et prendre du recul. Ok. Quand est-ce qu'on considère que tu es performante dans ton métier ? C'est chiant ça comme question, mais j'adore cette question. Cette question, elle est un peu à double tranchant, je trouve. Ouais, pourquoi ? Parce que la performance, pour moi, c'est subjectif. Quelqu'un peut se trouver performant alors que quelqu'un d'autre ne trouvera pas cette personne-là performante. Donc pour moi, c'est beaucoup une question de point de vue. La performance dans mon métier, vue par les personnes extérieures, je pense que ça va être vraiment ce côté à avoir des grosses communautés, à avoir beaucoup d'abonnés. Ça, je pense que c'est, d'un point de vue extérieur, c'est ce que les gens pensent de la performance dans mon métier. Ouais. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, je suis performante dans mon métier quand je réponds aux besoins en fait, de mon client. Comme on le disait Comme on le disait tout à l'heure, pour moi, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tous faire la même chose. C'est pas parce qu'on a des likes qu'on répond à ses objectifs que notre présence sur les réseaux est utile et fonctionne. Et pour moi, je suis performante dans mon métier quand j'arrive à répondre aux objectifs que j'ai fixés avec mon client. Par exemple, mon client, son objectif, ça va être de la visibilité. Et ben là, oui, je vais être performante parce qu'on aura plus d'abonnés, parce qu'on va toucher plus de personnes sur nos posts. Si demain, mon client, son objectif, ça va être le trafic, je vais être performante parce qu'on va générer plus de trafic vers son site, vers son blog ou peu importe. Mais il aura peut-être à ce moment-là que 500 abonnés. Mais c'est OK parce que j'aurai répondu à l'objectif de mon client qui était de générer du trafic. Donc pour moi, c'est ça. La performance, ça va être de répondre aux besoins de pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Bah, tu vois que c'est pas subjectif au final. Ouais, bah c'est mon avis. Non, mais c'est uniquement mon avis. Pour le coup, comme je le dis, il y a énormément de personnes qui voient ça d'un point de vue on est performant que si on a des abonnés sur les réseaux. Ok. Si on parle quelques secondes de valeur, qu'est-ce qui fait comment on dit écho chez toi, qu'est-ce qui est important pour moi, Léa, à la tête de Sélénéa, j'aime tac ou je tiens à tu vois là où je veux en venir. Pour moi, les valeurs, il va y avoir vraiment tout ce qui passe par l'honnêteté. Tout ce qui est honnêteté, transparence, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Encore plus avec mon métier qui est un petit peu sujet à controverse avec les influenceurs, avec le dropshipping, avec ce genre de choses. Pour moi, l'honnêteté, la transparence, c'est quelque chose qui est indispensable, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. J'ai toujours été quelqu'un de très cash. J'ai tendance à dire un petit peu ce qui me passe par la tête. Et je pense que sur les réseaux et dans mon univers professionnel, c'est quelque chose qui est très important aussi. Alors bien sûr, à prendre avec des pincettes. Il y a l'honnêteté et la méchanceté. Il faut savoir faire la part des choses. Mais c'est important d'avoir ce côté transparent. Quand on est sur les réseaux, par exemple, de savoir dire « Ok, bah, cette fois-ci, ouais, on a merdé. Ok, c'est de notre faute, mais on a rebondi, on a entendu vos retours, etc. » Ou alors d'être transparent sur d'où viennent ces produits, ce genre de choses, la composition, la conception. Il y a un réel besoin, je pense, de transparence et d'honnêteté à l'heure actuelle pour se différencier sur les réseaux et pour pour justifier en fait de sa position, de son savoir-faire et
et de trouver une vraie communauté, en fait, de créer du vrai lien. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Et après, d'un point de vue plus personnel, ça va toucher à tout ce qui va être valeur écologique. C'est quelque chose qui m'importe énormément, notamment mon compte autour de tout ce qui était santé naturelle. Je l'ai un peu réduit en disant santé naturelle, beauté, mais en réalité, ça tournait aussi beaucoup autour de tout ce qui était éco-responsable, autour de tous les petits gestes en fait, qui peuvent améliorer aussi bien sa vie en tant que personne que la vie de la planète. Et ça, c'est aussi une valeur que j'aime transmettre sur les réseaux, et c'est pour ça que je m'oriente principalement vers du bien-être avec mes clients, parce que j'ai envie de pousser ces valeurs-là et de les transmettre à un maximum de personnes. Ok. Question qui tue. Là, tu viens d'évoquer tes valeurs, le fait que tu te positionnais sur une typologie d'environnement, on va dire bien-être. Qu'est-ce qui fait ta différence par rapport à un autre community manager ? Ou en gros, c'est comme si je te disais pourquoi je dois bosser avec toi. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? Voilà. Je dirais pour deux choses. La première, pour ces fameux termes qui t'ont un peu fait tiquer de coach réseaux sociaux. Comme je disais, pour moi, coach réseaux sociaux, ça se différencie de simple community manager. Parce que pour moi, community manager, ça va être vraiment, comme on le disait, gestionnaire de communauté. Oui, c'est un gestionnaire, oui. Créateur de contenu qui va créer du contenu pour quelqu'un. Pour moi, le coach réseaux sociaux, il va englober toutes les autres offres dont je te parlais, qui vont être la stratégie, la formation, etc. Donc ça, déjà, ça me différencie dans le sens où je ne suis pas simplement community manager. À côté, je propose d'autres types d'offres qui peuvent se moduler ensemble ou séparément. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, comme je disais, par rapport au profil que je vais avoir en face de moi. Au lieu de se dire, mon Dieu, j'ai besoin de quelqu'un pour mes réseaux sociaux, je vais aller regarder un community manager. Sauf qu'au final, si la personne n'a pas de budget et que peut-être qu'elle aime bien gérer ses réseaux elle-même, ça va l'embêter de travailler avec un community manager. Donc travailler avec un coach réseau, à ce moment-là, ça pourrait être plus intéressant pour elle. Donc il y a déjà cette différenciation-là. Et après, ça je le dis très souvent, pour moi c'est une question de feeling. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? Tout simplement parce que si le feeling passe bien, si ça match aussi entre nous et que c'est donnant-donnant, parce que moi aussi j'ai envie de matcher avec mes clients. C'est pas juste eux qui doivent matcher avec moi, mais ça doit matcher dans les deux sens. Et si le feeling il est là et qu'on a les mêmes valeurs et qu'on est sur la même longueur d'onde, ce sera plutôt moi qu'un autre. Ok, merci, c'est clair. Non, en fait... je voulais juste dire un truc, c'est que sur cette histoire de coach réseaux sociaux, il n'y avait pas de jugement de valeur. En fait, c'est simplement parce que je connaissais pas le terme. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, tout le monde connaît pas ça, mais il y a ce qu'on appelle ce fameux planning éditorial, calendrier éditorial. C'est vrai que le coach réseaux sociaux, alors évidemment, je donne une illustration très basique, mais imaginons une boîte où la personne se dit je poste régulièrement sur Facebook, Instagram, je le fais à l'arrache et puis ça se passe bien. Et puis un jour, cette personne est débordée et elle se dit je poste à 6h du matin, à minuit ou autre. L'intérêt justement du coaching et du calendrier éditorial, c'est qu'à un moment, on va définir, par exemple, le jour ou l'heure optimale, voire les deux, pour savoir quand est-ce qu'on a plus de chances statistiquement de toucher les gens. Et là, on n'est pas du tout dans de la gestion de communauté, on est clairement sur du conseil purement et simplement. Voilà. Totalement. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme livre, série, film, et surtout pourquoi ? Alors, si t'as pas tout, on s'en fiche, mais qu'est-ce que tu pourrais me conseiller que je dois absolument lire, regarder, écouter ? Alors ça, c'est vraiment la question qui tue, parce que j'ai Pourtant, c'est pas dur, ça, Jean. Si, quand même, parce que, comme je disais, je suis quelqu'un de très curieuse. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est justement la diversité. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me dire c'est ça en particulier qu'il faut lire ou qu'il faut regarder ou qu'il faut voir. En plus, moi, j'adore lire, donc des livres à recommander, j'en ai des milliers. Je pense que il n'y a pas déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, mais je pense surtout que c'est une question d'ouverture d'esprit et de diversité et de curiosité.
J'ai pas, bien sûr, si je pourrais citer des livres de développement personnel que j'ai trouvé très intéressants ou des mangas parce que j'adore les mangas et qu'on apprend aussi plein de choses là-dedans. Mais j'en ai pas un en particulier qui ressort du lot. C'est vraiment le mélange de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu regarder qui fait que ça a un intérêt au final. Okay. J'aime bien avoir des avis différents, j'aime bien avoir des points de vue différents et c'est justement ces points de vue-là qui font ressortir des thématiques ou des sujets plus intéressants au final. Et alors, en parlant de... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, tiens, si c'est pas des livres, ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ? Des gens qui m'ont inspiré... Je vais pas avoir une ou deux... mes parents m'ont inspiré. Mes parents, mes parents sont partis de rien, dans des univers, chacun de leur côté, assez compliqués. Et pourtant, c'est des personnes extrêmement ouvertes d'esprit et qui sont beaucoup tournées vers les autres. Et je pense que ça me permet de dire que j'ai pas une ou deux ou trois personnes qui m'ont vraiment inspiré, mais c'est plus des typologies de personnes. Des personnes qui... Les personnes qui m'inspirent, c'est des personnes qui n'ont rien et qui donnent tout. Des personnes qui vont être ouvertes d'esprit, avec qui on peut parler de tout et de rien, avec qui on peut refaire le monde. Ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Des personnes avec qui je peux me dire, je vais me poser, boire un café, et on peut rester là 6 heures à refaire le monde. Ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Ok, c'est clair. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, marketing d'influence et un petit peu YouTube. En 2 mots, c'est quoi ton regard là-dessus ? Alors, mon regard là-dessus, déjà, sur tout ce qui est réseaux sociaux de manière générale, j'ai un regard, pour le coup, très détaché. Parce que je vois ça vraiment, c'est mon activité, c'est mon domaine, c'est mon travail. Pour moi, les réseaux sociaux, je le vois pas comme je m'ennuie, je vais passer du temps dessus. Au contraire, dès que je vois quelque chose, je me dis ça peut être intéressant. Ou alors il a fait ça pour telle raison, je sais, parce que j'ai ce côté un peu professionnel. Pour tout ce qui est marketing d'influence, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi j'ai été des deux côtés. J'ai été du côté, on va dire, influenceur, et j'aime pas ce terme, je préfère dire créateur de contenu. J'ai été de ce côté-là quand j'avais mon compte Instagram autour de la santé naturelle, parce que du coup, j'avais les marques qui venaient me contacter. Ouais. Est-ce que tu peux tester ça ? Est-ce que tu veux bien nous faire un article ? Est-ce que ça te dirait de parler de notre marque, etc. Donc j'ai eu ce côté créateur de contenu où on est sollicité, où on doit en parler avec les autres. Et ça revient aussi à ce que je disais, le côté honnêteté, transparence. Moi, je l'ai toujours dit avec toutes les marques qui m'ont envoyé quoi que ce soit. J'ai toujours dit, par contre, si votre produit ne me plaît pas, j'en parlerai pas. Sachez-le tout de suite et cherchez pas à me retourner le cerveau. Je ne dirai rien, j'en parlerai pas. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui plaisait aussi beaucoup à ma communauté, c'est que j'étais assez cache-pistache quand il fallait donner son avis. Cache-pistache. Et j'étais de l'autre côté, du côté marque ou agence de com qui va chercher les influenceurs pour travailler avec eux. Et ce que je peux en dire, c'est que déjà pour moi, il y a vraiment 2 catégories. Il y a la catégorie influenceur, qu'on va plus facilement rattacher à tout ce qui est télé-réalité, dropshipping, code promo, acheter chez moi, où on va avoir 40 stories à la suite de j'ai un code promo, comme par hasard j'en ai un autre, j'ai tel produit. Et on va avoir pour moi vraiment tout ce qui va être créateur de contenu, dans lequel je vais plus facilement venir mettre les youtubeurs par exemple, qui ont vraiment ce côté compétence technique de création et de recherche de contenu, même si des fois on va être sur des contenus très légers qui passent très bien, mais il y a quand même toutes ces compétences techniques de montage vidéo, de film, de gestion du matériel. Non mais attends, laisse tomber, il y a des types sur YouTube qui ont autant de talent, si ce n'est plus, que certaines émissions télé. Mais bien sûr, mais moi les youtubeurs, je les respecte énormément d'un point de vue compétences techniques, je trouve ça incroyable. C'est un réseau social sur lequel j'aimerais de plus en plus m'orienter, et je lis beaucoup de bouquins sur justement la mise en scène, le coupage des scènes, le montage, des trucs comme ça, parce que c'est vraiment un univers à part entière. Et ça, je le mets vraiment plus dans le côté créateur de contenu, parce qu'on va avoir cette recherche et ce temps passé dans la création, contrairement à des simples influenceurs qui vont partager leur vie et qui vont donner des codes promo. Déjà, pour moi, je fais vraiment la distinction entre les deux. Et après, c'est un peu comme le métier de community manager. Pour moi, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, au final, a pas mal de comment dire, pas de tabous, de préjugés. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à délier un petit peu autour de ça. On peut être créateur de contenu et être bienveillant et être transparent et partager des produits totalement efficaces et
et OK avec la planète et qui font attention à l'environnement et ce genre de choses, c'est totalement possible. Il faut vraiment juste avoir cette conscience de on fait attention de qui parle, de quoi, d'où ça vient et de chercher aussi un petit peu par soi-même. Donc pour moi, il y a aussi cette nuance où les influenceurs, créateurs de contenu sont un peu tous foutus dans le même panier en mode ouais, ils nous vendent du vent au final. Alors que pas du tout. Derrière, il y a certains partenariats qui sont très bien pensés, il y a certains produits qui sont très efficaces et il y a certaines personnes qui parlent avec beaucoup de transparence. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de sujets à délier un petit peu autour de tout ça. Et il y a aussi le côté réglementation. Pour moi, tout ce qui est influenceur, créateur de contenu, il y a vraiment un manque de normes en fait. Il y a vraiment un manque légal autour de tout ça, un manque de cadre qui fait que tout le monde peut se prétendre un peu influenceur, tout le monde peut vendre des choses, tout le monde peut créer du contenu. Enfin, ça va un petit peu dans tous les sens et ça a besoin d'être un peu plus cadré. Aussi, je pense, pour que les personnes puissent en avoir un autre regard dessus, en fait, tout simplement. Ok. Rien à voir avec le sujet, mais quel regard tu portes sur l'école en général ? L'école ? Bien, pas bien. Je te demande pas de juger ton école, mais le principe même de l'école. Oui, je me doute. Le principe même de l'école, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on apprenne à des jeunes, à des enfants, certaines choses. Je trouve ça même extrêmement important, surtout qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui n'ont peut-être pas de cadre qui leur permet d'apprendre certaines choses. Donc je trouve ça très bien. Mais en même temps, l'école, pour moi, c'est une fois de plus un peu à double tranchant, parce que c'est là où on va tous se construire, où on va soit s'ouvrir un petit peu l'esprit, rencontrer des nouvelles personnes, échanger et grandir avec les personnes qui nous entourent et avec aussi les intervenants, les professeurs qu'on peut avoir et ainsi de suite. Mais ça peut être à double tranchant aussi parce que souvent, qui dit école dit harcèlement, dit mise à l'écart, dit ce genre de choses. Donc pour moi, l'école, c'est un sujet à débat qui prendrait, je pense, plus d'un podcast, mais je trouve bien. Moi, j'adore transmettre des choses, j'adore apprendre des choses aux autres. Donc, le côté éducatif, école, bien sûr, que je suis pour à 100% et c'est quelque chose que je trouve top. Mais l'univers de l'école peut parfois être un petit peu dangereux si c'est pas un peu surveillé, un peu suivi, quoi. T'as le droit de me poser une question, pas plus. Laquelle ? T'en as une ou pas ? T'es pas obligé, hein. J'en ai quelques-unes. Je me demande t'en as quelques-unes. Ouais, j'en ai plusieurs. Et je me demande si jamais t'avais la possibilité d'inviter n'importe quelle personne, vraiment, t'as aucune limite, sur ton podcast, et de lui faire parler de son métier ou de son univers ou de sa vision des choses, qui est-ce que ça serait ? Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre en invitant cette personne-là sur ton podcast ? Putain. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai mis une colle. Ouais, non, mais... il y a... Potentiellement, il peut y avoir plusieurs personnes avec des objectifs radicalement différents. Le premier, en fait... et là, ce serait pour le fun. Il s'appelle Mathieu Stéphanie. Il fait un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. Je trouve qu'il est hyper inspirant. Alors Mathieu, il est un peu parisien et j'ai rien contre Paris, mais parfois il faut prendre un peu de recul. N'empêche que je trouve qu'il est inspirant. Il fait avancer le monde du podcast aussi, le monde du créateur de contenu, et il le fait de manière sérieuse. Donc ce serait plutôt l'objectif. Et puis je pense qu'un type, par exemple un type comme Edouard Baird, qui a ou un Lucchini. Parler un peu du métier d'acteur, je crois que ce serait hyper drôle. Très intéressant, je pense. Ouais, je pense que ce serait intéressant. Et en même temps, j'essaierai quand même de bien les coincer parce que je me dis, ça, c'est des gros clients. Je parle pas de la notoriété, mais dans leur capacité à
dans leur capacité en fait à répondre, rebondir et à avoir du répondant à tout. Ouais. Je me dis là, je serais fatalement surentraîné. Et puis après, dans les semaines qui viennent, j'attends quand même des gens. Voilà, je vais pas spoiler, mais je me mets pas de limite. C'est-à-dire que y a des fois les gens qui disent mais comment t'as fait pour rencontrer ce mec? Et en fait, je l'appelle ou j'envoie un mail ou tu vois. Et mais en même temps, tu vois, j'ai une baseline qui est le podcast des métiers et des gens. C'est que je considère que j'ai reçu un éboueur. Alors il est star sur TikTok, mais Ludovic Franséché, mais je me dis, ben voilà, en fait, pour moi, un éboueur a autant de valeur que, j'en sais rien, moi, un homme politique, un militaire ou autre, parce que à un moment donné, en fait, et ça, j'en ai pris conscience pendant le Covid, c'est que je me suis dit, mais alors les éboueurs, tout le monde s'en souvient, en se disant merci les gars, vous nous sauvez la vie. Mais je me dis en fait, on est tous imbriqués les uns dans les autres, quoi. À un moment donné, quel que soit ton métier, tu as besoin d'un autre métier qui lui-même fait appel à d'autres. C'est un écosystème, mais de manière générale, l'être humain ne peut pas vivre seul. On transpose ça au milieu professionnel, c'est exactement la même chose. Un métier ne peut pas vivre seul. C'est pour moi deux choses identiques. On a donc, besoin des autres. Non, voilà, écoute, j'espère que ma réponse te convient. J'étais un peu pris au dépourvu, mais voilà, quoi. Ok, on a balayé toutes tes questions ? Bah, je pense. Ok. Dernière question en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait dû aborder ensemble et que j'ai complètement oublié ? Bonne question. Je pense pas. Après, moi, je peux parler de mon métier, des réseaux sociaux et tout ce qui touche aux réseaux sociaux des heures et des heures durant, et même d'autres sujets, bien sûr. Hein, mais je pense qu'on a vu les points les plus importants. Ok. Juste en quelques mots, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, mais ton site internet ? Ouais. www.selenea.fr. Ok. Si on veut voir un petit peu ce que tu fais sur les réseaux Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sous les pseudos Selenea_coaching. En général, pour les trois, c'est ça. Et il y a seulement pour LinkedIn où c'est pas un underscore, c'est un tiré du 6, il me semble. Et sinon, ouais, sur mon site, il y a aussi tous mes services. Il y a un espace blog, il y a un espace newsletter. Donc on peut suivre tout sur mon site ou sur mes réseaux. Ok. Est-ce que tu es détendue là, Léa, ou pas ? Ouais. Putain, trop cool. En fait, c'était une bonne expérience. Bah tant mieux, parce que je vous avoue, j'étais inquiet. Alors je connais Léa depuis un certain nombre d'années, mais je voyais son visage un peu marqué. Je me dis punaise, mais ça va, relax, on se connaît. Donc voilà. Bah écoute, au moins je suis rassuré. Je tenais juste à vous glisser 2-3 messages. On vient de terminer. On doit avoir dépassé l'épisode numéro 20 là depuis le début, donc plutôt pas mal. Je remercie encore tous les gens qui nous écoutent à l'étranger, puisqu'on a environ 20% des gens qui sont hors territoire, hors métropole, pardon, puisqu'on a pas mal d'écoutes en Guyane. On vous embrasse, en Australie, au Canada. Donc voilà. Je me fais une joie de vous recevoir la semaine prochaine, bien sûr avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à abonner de force votre famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.